voilà, c'est ça aussi. Le dimanche matin, le dernier jour du Festival America, et il y a quelques auteurs qui ont parfois des petites pannes d'oreiller, mais c'est bien, il est arrivé juste à temps. Du coup, tu commences le temps qu'il reprenne son souffle un tout petit peu, mais ça ira. D'accord. Bon, bon, mais je suis d'accord. Merci d'être avec nous pour le démarrage de cette journée, donc qui sera notre troisième journée du festival America au Café des Libraires, avec plusieurs plateaux qui vont se succéder. Vous avez vu le programme. Et merci d'être là parce que vous êtes là aussi parce que vous êtes curieux et que vous voulez faire des découvertes. Tous les écrivains qui sont invités à America ne sont pas forcément très connus et c'est bien de venir à leur rencontre. Donc merci à vous d'être là. Et puis je remercie déjà, avant de commencer, toute notre équipe, tous ceux qui sont au son, ceux qui sont à la régie, qui sont cachés là-haut et qui nous permettent ensuite de revoir ces cafés des libraires sur le site du festival America de Vincennes. Voilà, alors là j'ai la joie d'accueillir Stanislas Rigaud de la librairie Lamartine qui est située dans le 16e à Paris. Stanislas qui est un habitué que je retrouve toujours avec grand plaisir tous les 2 ans. Pour un café des libraires qui reçoit Vladimir Hernandez, Christian Kiefer et Baird Harper. Alors, on va tout de suite, je pense, commencer par Vladimir Hernandez qui a repris son souffle. Tout va bien? Oui. Bien, creo que sí. Alors, Vladimir Hernandez qui sera traduit par Claudine Rimatei. Voilà, qui est à côté de lui et qui va nous parler de son livre intitulé Indomptable, paru aux éditions Asphalt en octobre 2017, un livre qui a été traduit par Olivier Hamilton. Vladimir Hernandez est né à La Havane. Il a commencé à écrire des récits de science-fiction après des études en ingénierie et en physique. Il entame sa carrière d'écrivain dans les années 80. Il est invité en Espagne en 2000 pour recevoir un prix littéraire là-bas. Eh ben, il décide de s'y installer. Il vit à Barcelone. Indomptable est son premier roman policier, paru donc en 2016 pour l'édition, et en 2017 pour l'édition française. Et nous allons tout de suite en écouter un extrait. Non, tu fais la présentation, tu fais le petit résumé d'abord, Stanislas. Je ne sais plus, à force que ça change à chaque fois. Donc, Stanislas nous en fait un petit résumé. Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Nous allons partir pour Cuba, nous allons partir pour La Havane et découvrir celui qui va être le héros du livre, Monsieur Duran, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui au moment où le livre commence est en train de passer une journée un petit peu particulière. Parce que d'abord il se réveille, il a l'impression qu'il a pris un sale coup sur la tête. Le deuxième point, c'est qu'il se rend compte qu'il est enterré vivant. Le troisième point, c'est qu'il a un poids sur ses épaules assez marqué et il se rend compte que c'est son ami Ruben qui lui aussi est enterré mais beaucoup moins vivant. Donc bon voilà, la journée commence pas très bien. Très vite, il reprend ses esprits et il va réussir à s'en sortir. On est à la page 3 du livre. Vous imaginez, les méchants vont payer et vont payer chèrement. Alors, c'est le polar de vengeance qui va fonctionner sur plusieurs temporalités. On va suivre Monsieur Duran après la tombe et on va découvrir forcément en parallèle avant la tombe, qui est le moment clé de l'histoire pour le pivot central. Alors, on va écouter d'abord un petit extrait du livre, c'est-à-dire le début du livre Demain, Indomptable, lu par Pierre Papin. Ce fut la douleur qui réanima le corps engourdi de Duran. Il ouvrit les yeux, les ténèbres, l'oppression. Un poids pesant le clouait au sol, comme s'il portait sur son dos toute la misère du monde. Son flanc gauche le faisait souffrir. Il ne se souvenait de rien. Il fit un effort pour bouger, pour tenter de se redresser, mais il manquait d'espace. Il inspira profondément une poche d'air salvatrice. Quelque chose qui ressemblait à du sable glissa sur sa nuque, pénétra dans ses oreilles. Il sentait bien que c'était un corps humain, immobile, qui était étendu sur lui, et qu'un liquide visqueux coulait sur ses cheveux et son front, lui entrant dans les yeux.
du sang. C'est alors qu'il comprit. Il était sous terre. On l'avait enterré vivant. Le cœur de Duran s'emballa. L'adrénaline rugit et gonfla ses veines. Un tremblement incontrôlable envahit son corps tout entier. Il lutta contre le choc et la suffocation, cherchant à contenir la panique qui remontait par vagues. Il tâtonna et sentit quelque chose de solide sous lui, recouvert d'une bâche plastique. La terre, humide et collante, s'immisçait dans ses vêtements et bientôt, lorsqu'il changerait de position, elle finirait par entrer dans ses narines avant de l'asphyxier. Non, il n'allait pas mourir, se dit-il. Il n'allait pas renoncer maintenant. Il se concentra sur l'urgence, sur l'instinct de survie qui résonnait profondément en lui. Il prit sa respiration et, se servant de la surface lisse comme point d'appui, se retourna péniblement pour tenter de se redresser, réduisant ainsi la pression exercée sur son corps. Par chance, la terre n'était pas trop tassée. Il cala ses pieds contre la bâche et se fraya un chemin vers la surface pour retrouver l'oxygène et la vie, les mâchoires serrées, les poumons sur le point d'exploser, distinguant comme des éclairs derrière ses paupières. La couche de terre céda enfin et sa main droite tendue rencontra le vide. Il tâtonna, cherchant une prise. Il trouva quelque chose de dur et de long. Une branche ou une racine, ça ferait l'affaire. Sa main gauche, encore sous terre, attrapa par réflexe l'avant-bras du cadavre. Il poussa une dernière fois, se redressa et émergea du sol de terre retourné des lombrics, des cailloux et des feuilles mortes. Le corps était toujours à moitié enseveli, mais Duran ouvrit la bouche et remplit ses poumons d'air vivifiant. La nuit tropicale avait perdu de sa chaleur. Une brise fraîche venant du nord arrachait des plaintes aux branches des arbres. Il toussa et recracha des végétaux pourris et de la boue. Le sang sur sa tête n'était pas le sien. Ruben. C'était celui de Ruben. Les souvenirs le firent frémir. Sa main encore enfouie continuait de tenir l'avant-bras de Ruben. Il manœuvra pour se dégager complètement avant de déterrer le corps de son ami. Celui-ci avait pris une balle dans la poitrine et une autre lui avait arraché la moitié du visage. Ce cadavre lui avait sauvé la vie. Merci Pierre. Merci pour cette lecture. Pierre qui fait partie du Conservatoire d'art dramatique de Vincennes, comme tous les lecteurs que nous allons recevoir toute la journée. Eh bien, voilà une entrée en matière qui nous met dans l'ambiance tout de suite, mon cher Stanislas. C'est très dimanche matin, je trouve. Alors forcément, bon, c'est un roman policier, vous l'aurez compris, avec beaucoup de suspense, beaucoup de surprises. Donc on va essayer de ne pas trop décortiquer l'histoire pour vous garder toutes les surprises de la lecture. Mais je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous présenter Duran, donc, qui est le héros de ce livre? Bueno, Durán es casi una metáfora, la metáfora de una generación joven que se siente que no tiene posibilidades. Duran est en fait une métaphore, c'est la métaphore d'une génération de jeunes qui n'a aucun espoir, aucun futur devant elle. Durán es casi una respuesta generacional, la respuesta a la gran paradoja de los países de corte comunista que construyen capital humano y luego lo estrangulan. En fait, c'est une réponse de toute une génération au grand paradoxe de ces sociétés communistes totalitaires qui ont un énorme potentiel humain, un capital humain qu'ils fabriquent mais qu'après ils étranglent. Por tanto, a mí me parece que Durán es una especie de nuevo arquetipo de hombre roto que no sabe que está roto hasta que no sufre el estrés de ser enterrado muy brevemente, pero eso lo cambia. Donc je pense que Duran est l'archétype de la personne qui est brisée, mais il ne sait pas qu'il est brisé. Il le saura quand il sera vraiment enterré et qu'il comprendra après comment il est arrivé là. Donc ce Duran, comme vous l'avez entendu, n'est pas vraiment l'archétype du gangster. Alors, on se demande effectivement ce qu'il fait là. C'est un gars qui a essayé de s'en sortir avec son ami Ruben, qui donc forcément, avant d'être tué, ils étaient très très proches, et ils ont organisé une petite espèce de magouille autour d'Internet et des accès.
Malheureusement, effectivement, cette magouille, qui est un bricolage, c'est plus, effectivement, vraiment un petit truc, ça va mal tourner, et résultat, ils vont être tous les deux incarcérés. Au travers de ce destin, effectivement, au travers de l'histoire de Duran et Rubén, on va découvrir beaucoup de choses par rapport au contexte cubain, notamment, ne serait-ce que cette formation militaire dans laquelle ils vont se retrouver tous les deux alors qu'ils sont ingénieurs informatiques. Sí, por eso decía, me parece que esa es la gran paradoja de los países de corte comunista, construyen capital humano. Durán y Rubén son dos personas que en otro tipo de sociedad podrían proveer un buen servicio a una sociedad de bienestar. Oui, c'est là que l'on retrouve le paradoxe à lequel je faisais allusion tout à l'heure de ces pays communistes qui forment un capital humain extrêmement brillant, extrêmement fort, mais qu'ils n'utilisent pas. En fait, dans n'importe quelle autre société, Rubén et Durán auraient pu être des personnes qui apportent énormément à la société. Et là, ce n'est pas le cas. Yo tenía muchos deseos de hablar de una juventud que se siente estrangulada, sin posibilidades de prosperar, por lo menos en lo inmediato. Y claro, muchos llevan esperando no esa juventud, sino otras juventudes, otras generaciones, 30 y 40 años para prosperar. Moi, j'avais très envie de parler de cette jeunesse brillante, avec énormément de connaissances et de capacités, mais qui est complètement étranglée par le système et qui n'a aucun espoir. Ils essayent de s'en sortir quelquefois pendant 30 ou 40 ans, c'est-à-dire ça fait 2 générations de personnes qui sont là et qui n'arrivent pas à s'en sortir alors qu'ils ont les capacités pour. Lo importante es que cuando este libro empieza, más allá del prólogo, lo que vemos es a Durán que ha sido perjudicado por las instituciones y la propuesta de salida parte de una institución que también le hace una propuesta criminal. Et oui, et vous verrez que le livre commence, enfin au-delà du prologue, on voit que Durán est victime en fait des institutions. C'est les institutions qui l'ont brisé. Et comme un clin d'œil, c'est une autre institution qui lui propose de s'en sortir, mais de façon criminelle. A simple lectura parece una novela de venganza especialmente insidiosa porque la violencia se exterioriza mucho, pero yo creo que es una historia sobre la violencia institucional sobre los individuos de una sociedad. En fait, à première vue, comme ça, on a l'impression que ce livre est un roman sur la vengeance, une vengeance un peu insidieuse avec une violence extérieure, une violence que l'on voit. Mais en fait, d'après moi, c'est une violence beaucoup plus insidieuse, intérieure, la violence des institutions sur les individus. Y para mí lo importante era también mostrar la venganza o la violencia cometidas desde la inteligencia, desde el sentido de la redención y no desde el sentido del delito común del gángster. Et moi, j'avais à cœur de montrer justement tout ce processus de la vengeance, mais vu du côté d'une personne intelligente, c'est-à-dire c'est le résultat d'une intelligence. Et quelque part, c'est pour Durán une espèce de rédemption, cette vengeance. Ça va? C'est très bien, ça donne envie, hein. Ça donne envie. Et puis, ce que je regardais là tout à l'heure, ça m'avait frappé. Merci. Quand j'ai ouvert le livre, c'est la dédicace à Manuel Vázquez Montalbán, à Donald Westlake et à Elmore et Leonard. Je me suis dit, ah bah tiens, sûrement des inspirateurs. La verdad que estoy realmente orgulloso de que se me lea y gustar, porque cuando uno está en su habitación, encerrado en su cueva de troglodita, uno intenta buscar resortes para poder comunicar, no solo para uno como catarsis, sino también para todos los lectores del mundo, y ver que vas a otro país y se te entiende en otra lengua, gracias también a un magnífico traductor, según me han dicho, pues estoy muy contento de dar ese especial placer de la comunicación. En fait, je suis très heureux et très fier d'être ici et de voir que mon livre est lu et apprécié dans une autre langue, parce que comme tous les écrivains, on est souvent dans notre grotte, comme ça, comme des troglodytes, et on cherche désespérément à communiquer avec nos lecteurs.
Quand en plus on va comme ça dans un pays étranger, qu'on voit que le livre a été magnifiquement traduit dans une autre langue, qu'on l'entend, pour nous c'est un catharsis extraordinaire. Eh bien, en tout cas, nous aussi, on est très heureux de vous recevoir ici sur le Festival America et plus spécifiquement sur le Café des libraires. Merci beaucoup. Ça s'intitule donc Indomptable. C'est paru chez Asphalt et ça a été traduit par Olivier Hamilton. On passe maintenant au livre de Bernard Harper. Si je suis bien l'ordre que m'a donné mon ami. Alors, là, on va parler d'un livre qui s'intitule Demain sans toi, qui est paru chez... Je dis une bêtise ? Ah, j'ai cru que tu me faisais signe, je disais des bêtises. Demain sans toi, paru chez Grasset en août 2017, je crois, et qui a été traduit par Brice Mathieusen. Bernard Harper a publié de nombreuses nouvelles, récompensées par le prix Raymond Carver en 2014. Il est professeur d'écriture à l'université Loyola, ainsi qu'à l'université de Chicago. Et Demain sans toi est son premier roman que nous découvrons donc maintenant avec un petit résumé. Alors, c'est un livre qui est assez complexe à résumer, alors que d'approche, il paraît assez simple. Disons, on va partir pour Graceland, alors pas Graceland, Graceland, qui est dans la banlieue de Chicago, où il y a effectivement un pénitencier. Et le roman s'ouvre avec un vieux monsieur qui arrive dans cette banlieue, qui récupère une arme, un pistolet visiblement, et qui se dirige vers ce pénitencier. Ce jour-là, un homme doit être libéré. Il doit être libéré de prison après avoir purgé sa peine et il a été accusé, condamné, pour avoir eu un accident et tué une jeune femme des années auparavant. Donc voilà, vous êtes installés, en quelques lignes c'est dressé, le vieux monsieur, la femme qui a été tuée, le flingue, le mec qui sort, c'est parti. C'est pas du tout ce que vous allez croire. Et ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est la manière dont le récit va vous prendre à contre-pied en permanence, avec une intelligence assez rare, qui est, en fait, c'est totalement bluffant de chapitre en chapitre en chapitre en chapitre. Parce que rien ne va être simple dans cette histoire. Et ce qui va vraiment lancer le roman, c'est que ce vieux monsieur, son arme, qui attendent ce type qui sort de la prison, le premier problème, il est simple, c'est qu'il ne sort pas. Il ne sort pas car la sortie a été décalée au lendemain. Ça paraît infime, ça fait des années qu'il est en prison. Ce changement est le premier caillou dans une longue série de cailloux qui vont faire chaoter toutes les histoires. Je crois que ce sont les Incorruptibles qui ont écrit sur ce livre un premier roman, Rotor et Virtuose. Rotor, c'est déjà ça commence comme ça. On va écouter tout de suite un extrait qui est lu par Raphaël Cohen. Depuis le centre de Chicago, le train met seulement 1 heure jusqu'à Wicklow. Mais Bello essaie malgré tout de dormir. Quand il est fatigué, il a les mains qui tremblent et sa détermination chancelle. Mais dès qu'il ferme les yeux, il a l'impression de glisser sous l'eau, froide et claustrophobique, en préambule à son cauchemar récurrent. Bello porte la main à sa poche de chemise, en sort la bague en or, la met dans sa bouche. Sa langue la pousse vers le fond, puis il la pince doucement entre ses molaires. Cette tiédeur métallique l'apaise. Une femme, en manteau matelassé assise près de lui, parle à la religieuse installée en face. Eh bien, je crois sincèrement que le péché originel nous place d'emblée dans une position très délicate. Elle tend un bras désinvolte vers l'ancienne prison qui défile derrière le train. Quand on parle des pécheurs, comme toutes les anciennes prisons, ce pénitencier désaffecté évoque une austère et monumentale forteresse de calcaire couleur savon entourée de barbelés. La femme au manteau se tourne vers Bello et lui adresse un clin d'œil. « Vous savez, dit-elle en buvant une gorgée d'une boisson énergisante bleue dans une bouteille plastique, l'étrangleur du champ de soja a séjourné ici. » Virgile a conseillé à Bello de ne parler à personne. On lui a recommandé de rester aussi discret que possible. Pour garantir son alibi, Virgile et les autres déclareront aux flics qu'il a passé toute la journée avec eux, à jouer aux cartes, diront-ils. Mais si jamais des témoins prétendent le connaître, alors les gars ne laisseront pas Bello les faire tomber avec lui.
Quand ils ont construit la nouvelle prison, un peu plus loin, à Triton, poursuit la femme, l'étrangleur y est parti en même temps que tous les employés. Elle est plus jeune que Bello, d'âge mûr et pourtant toujours sur les bancs de la fac. Elle parle sans discontinuer depuis qu'ils ont quitté Union Station, annonçant encore et encore qu'elle est en doctorat à l'université de Whittle-Meston. Elle rédige une thèse sur le scarabée tueur de chênes. Quelqu'un aurait dû s'en occuper, dit-elle, tandis que son haleine saccharинée enveloppe le visage de Bello. Mais maintenant, il est bien sûr trop tard. Aujourd'hui, c'est une vraie tragédie. Je vais te montrer ce que c'est la tragédie, a envie de lui rétorquer Bello. À la place, il attend qu'elle regarde ailleurs pour cracher la bague et la ranger en sécurité dans sa poche de poitrine. Il met ensuite ses lunettes et dit « Je suis arrivé ». Il descend du train, puis marche vers le nord. L'air, trop froid pour octobre, lui fait mal aux poumons. Il a les mains exsangues. Pendant qu'il attend le feu rouge d'un carrefour, une femme s'arrête à sa hauteur. C'est la même que dans le train, sauf que maintenant, elle a relevé ses cheveux. Merci beaucoup pour cette lecture. Alors, on évoquait le caractère rotor du livre, c'est effectivement le moins qu'on puisse dire. 11 chapitres. Dans 11 chapitres qui vont décortiquer cette histoire qui semble effectivement assez simple d'accident, d'accident mortel. Changement de point de vue avec les chapitres, changement de temporalité. Donc c'est effectivement un labyrinthe qui se dessine, un labyrinthe dans lequel Bernard Harper nous conduit de main de maître. On se fait vraiment balader du début à la fin, mais devant toutes ces possibilités, forcément la question c'est qu'est-ce qui a lancé cette affreuse histoire? For me, the scene that was just read was one of the earliest pages that I wrote. En fait, la scène qui vient d'être lue, c'est une des premières parties que j'ai écrites. I wrote it almost 8 years before I even realized there would ever be a novel. Je l'ai écrit 8 ans avant que j'ai même pensé que j'allais en faire un livre. I had been reading a lot of Edgar Allan Poe. Je lisais beaucoup de Poe. The story, one of my favorites is The Cask of Amontillado. Un de mes préférés, c'est ce livre-là. Ça parle du vin espagnol. Je suis désolé, je ne connais pas en français. Anyway, it's a short story. It's not very long, but it's the entire story is just about revenge. C'est une histoire courte, elle n'est pas longue de tout, en fait, mais toute l'histoire tourne autour de la vengeance. And to some degree, you don't even know why the character wants revenge. Parfois, tu sais même pas pourquoi le personnage veut de la vengeance. And it's just about the immersion in this present obsession that the character has. En fait, il s'agit de l'immersion dans cette obsession qui conduit ce personnage. And so I tried to do the same, essentially. And this first chapter was just, for me, for a long time, for many years, was just a short story about revenge. Donc moi, j'ai essayé de faire la même chose, et pendant longtemps, pour moi, ce premier chapitre était simplement une histoire courte sur la vengeance. And I knew, I was so intrigued by the character, but I realized, and I desperately wanted to keep writing this. And I knew after a while that this was the first chapter of a novel that I didn't yet know how to write. En fait, j'étais tellement intrigué, intéressé par ce personnage, et je ne pouvais pas arrêter. Donc après, je me suis rendu compte que c'était le début d'un roman. And previous to this, to publishing this novel, I was a short story writer, and so the only way that I knew how to continue beyond chapter 1 was to write a new short story. Et en fait, parce que j'étais plutôt écrivain d'histoires courtes, c'était une histoire, puis je ne savais pas comment faire, donc la seule manière que je savais, c'est d'écrire encore une histoire courte. And so, for me, it was like a puzzle trying to piece together all of these. It's 11 different stories. It's really 11 different chapters from 11 points of view. Donc pour moi, en fait, c'était un puzzle, et le challenge était de comment mettre les 11 parties ou pièces ensemble. And the problem for me was revenge I found was such a simple emotion to explore.
Pour moi, en fait, la vengeance, c'est une émotion tellement simple à explorer. It's a present obsession, but without knowing the history, I think it gets a little bit dull. C'est omniprésent, c'est là, mais en fait, si on ne connaît pas l'histoire, ça devient ennuyant. So I proceeded to write 7 out of the 11 chapters are all in the past. In some cases, very deep in the past. En fait, 7 sur les 11 chapitres sont dans le passé, parfois bien lointain. And the other 4 take place. Sort of they continue this timeline of his pursuit of revenge. Et les 4 autres, en fait, continuent avec sa poursuite, en fait, sa chasse à la vengeance. But for me, it was a very natural idea to spend the majority of the time in the past because I realized very early on that I liked this character not for what he was going to do, but for what he and the people around him had already done to create this situation. En fait, c'est normal que ça se passe dans le passé parce que c'était normal que ce personnage. Ah oui, c'était plus intéressant. C'était plus intéressant de voir ce que les gens ont fait dans le passé pour justement créer le présent. Alors, il y a une chose importante parce que on explique que c'est tortueux, qu'il y a plein de points de vue, différentes temporalités. Tout ça semble un rien cérébral, on va dire. Mais la grande force du livre, c'est que derrière cette mécanique qui s'installe et qui va écraser son lecteur pour son plus grand plaisir, est pétri d'une profonde humanité, et ce, dès la scène d'ouverture, qui est totalement bluffante, avec ce petit vieux là et son flingue. Voilà. Ça, je trouve le choc que vous avez sur chapitre après chapitre, qui fonctionne effectivement un petit peu comme des nouvelles, parce que chaque chapitre a une fonction en lui-même sur un personnage, et en même temps, ils sont totalement liés les uns aux autres. Mais c'est effectivement cette humanité qui transparaît dès le départ, qui fascine au-delà du pulse. The idea of exploring the humanity behind it was, I spoke yesterday on a little bit about empathy, and I think that for me this was it started out as a very simple project. En fait, l'idée, c'est avant l'idée d'explorer l'humanité, hier j'ai parlé de l'empathie, et c'était plutôt dans ce sens-là. It was just about using revenge as a plot device. Et l'idée, c'est d'utiliser la vengeance comme véhicule pour driver l'histoire. Not surprisingly, the first chapter is all about this promise of revenge. That's my attempt to hook the reader. Et c'est pas surprenant que le premier chapitre, ça parle de la vengeance. C'est ma tentative d'essayer d'accrocher le lecteur. But I'm not generally a writer of complex Hollywood-style plots. Mais je ne suis pas d'habitude un écrivain d'histoires complexes hollywoodien. And so I knew I needed to go back, and in doing so, it was a process of trying to understand all sides of these tragedies. Donc en fait, je savais qu'il fallait que je retourne dans le passé, et c'est le process d'essayer de comprendre en fait toutes les complexités du personnage. And you learn. I don't want to give away too much, but you start to learn that the drunk driver who killed the woman is an upstanding citizen, for example. Je ne veux pas trop te dévoiler, mais en fait, quand tu lis l'histoire, tu comprends que la femme qui est saoule, qui pose le problème, en fait, c'est un bon citoyen, c'est un bon gars, en fait, finalement. Oui. Avec une bonne famille, avec tout ça. Mais il y a quand même, c'est vrai, d'ailleurs on le trouve dès le début dans le premier chapitre, il y a quand même des choses qui nous intriguent, et ça, je pense que c'est l'écrivain de nouvelles qui a l'habitude d'attraper comme ça l'attention tout de suite, en mettant en scène ce étrangleur du champ de soja, et puis ce scarabée aussi, ce tueur de... Voilà. La Grillus Cercata, c'est ça? Le livre s'ouvre sur une description de ce fameux scarabée qui va avoir plus que son importance dans le livre. Mais on vous
vous dira pas Mais on pourquoi. ne dira pas pourquoi. Mais on vous dira pas pourquoi, parce qu'il faut que vous le découvriez par vous-même, sinon on dévoile toute l'histoire et ce serait quand même dommage. Donc voilà, je sais pas, vous avez peut-être là à vous dire, va falloir que je lise le livre quand même pour savoir la suite. Hein. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Oui. Je sais que tu as eu un coup de foudre. Oui, j'ai vraiment. En fait, sur le plateau de ce matin, par rapport aux disponibilités, sur ça, j'ai eu la chance d'avoir 3 auteurs que je ne connaissais pas. Alors que c'est vrai que d'habitude, quand on prend un plateau pour animer, on dit bah moi j'aime bien machin, j'aime bien. Et résultat, j'ai pris 3 livres sur la figure et c'est un vrai grand plaisir. Et j'espère qu'on va vous transmettre ces envies parce que c'est voilà, derrière les John Irving, tout ça, il y a une vraie littérature qui bouge. Et le livre de Bernard Harper est extrêmement saisissant. Ça m'a rappelé un peu, même si l'histoire n'a rien à voir, mais dans l'esprit, ceux qui ont vu Les Panneaux de la Vengeance, Free Billboards, le film qui a été oscarisé, on est dans ce style-là, c'est-à-dire qu'on est tout le temps pris à contre-pied, et en même temps, c'est pas un truc, il y a d'avant tout des êtres humains, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, mais il y a une tragédie. Et merci à John Huston, que j'ai oublié de présenter tout à l'heure et qui a assuré la traduction de Bernard Harper. Alors on passe maintenant à un autre livre. Alors là, on entre dans un autre univers aussi. Le livre de Christian Kiefer, donc c'est Chloé, il est là, Chloé Billon qui va le traduire. Et puis ce sera François Charon, je crois, qui va en lire un extrait. C'est un livre qui s'intitule Les animaux. Il est paru chez Albin Michel en janvier 2017. Il a été traduit par Marina Borasso. Christian Kiefer est poète et écrivain. Il enseigne à Sacramento, en Californie. Il est considéré lui aussi comme une des nouvelles voix les plus prometteuses de la littérature américaine contemporaine. C'est son 2e roman et je te laisse le soin de nous entraîner, de nous raconter un peu dans quel univers nous emmène Christian Kiefer. Alors nous allons prendre la direction de l'Idaho et d'une grande forêt dans laquelle Bill, personnage principal du livre, vit. Et il vit dans une réserve qu'il a héritée de son oncle, qui est une réserve dans laquelle on a recueilli les animaux. On recueille des animaux sauvages. Alors, du vrai animal sauvage, hein, de l'ours, du loup. Des aigles. Voilà. Et donc, c'est pas du tout un zoo. C'est un recueil, il soigne les animaux. Et voilà, il vit là, une petite vie qui semble bien lui plaire, avec pas mal d'isolement. Il est sur le point de se marier. Il va se marier avec la vétérinaire du coin. Donc, tout s'annonce plutôt pas mal pour Bill, qui n'est pas quelqu'un d'extrêmement expansif, hein, on ne peut pas dire. Et le problème, c'est que le livre va s'ouvrir sur un accident. Il est appelé parce qu'il y a eu un accident de voiture. On va le découvrir hein, avec la lecture. Avec la lecture, voilà, sur ça. Et cet accident va être le premier, là encore, le petit caillou qui va commencer à installer une petite fissure dans, effectivement, la paroi de verre que Bill a dressée par rapport à sa vie. Et on va progressivement se rendre compte que M. Bill n'est peut-être pas l'homme que l'on croyait qu'il était. Mais qu'est-ce qu'il est sympa, Bill. Qu'est-ce qu'il est sympa. Moi, je l'aime. Hein. Allez, on écoute l'extrait lu par François Charon. C'est la mort que tu es venu donner. Tu as beau tâcher de te persuader du contraire. Tu sais au fond de ton cœur que tu ne fais ainsi qu'accumuler les mensonges. Au bout du compte, tu es bien forcé de distinguer la vérité de ce qui se réduit à un mince lambeau d'espoir s'accrochant à toi comme le givre au brin d'herbe. Tu as au moins appris cela, bien que tu répugnes à l'admettre, tout comme tu rechignes à descendre dans la vallée et à t'éloigner des animaux pour découvrir ce que tu t'attends déjà à trouver. Tout du long, tu sens leurs yeux luisants rivés à toi, leurs museaux flairant ton odeur, leur corps qui se presse contre le maillage serré de leurs enclos. Un monde au creux de sa bulle, et toi qui t'agrippes à ses parois bien lisses, comme à la sécurité d'une matrice irriguée de sang. Toi et les animaux. Et malgré tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu as tenté d'accomplir, et malgré tes serments envers toi-même, tu sais désormais que tu vas devoir endosser une nouvelle fois le costume du tueur
cette voix ne lui appartenait pas. Ou du moins, il ne la reconnaissait pas comme sienne. Après toutes ces années, après toutes les conversations qu'il avait eues avec Major, il en était venu à considérer cette voix, la voix de sa propre conscience, comme émanant de l'ours et non de lui-même. Une impression très nette qui, au moment où il longeait le chemin de terre entre les cages et les enclos, semblait se déposer sur lui comme de la neige fraîche. Il sentait, fixé sur lui, le regard vigilant des animaux, mais lui ne les regardait pas. Concentré sur le poids de la housse noire suspendue à son épaule, puis sur le lourd claquement de ses bottes alors qu'il se dirigeait vers le parking, derrière la clôture d'enceinte. Là, l'ombre des conifères coupait de sa ligne brisée une plate étendue de gravier au bout de laquelle il avait garé son pick-up. Il s'était arrangé pour éviter les autres animaux, mais il savait bien qu'il n'échapperait pas à Major. Lorsqu'il parvint à la hauteur de son enclos, le grand ours pencha la tête de côté, comme s'il s'attendait à l'entendre approcher. Mais Bill ne s'arrêta pas. Il poursuivit sa route vers le parking en contrebas, vers le véhicule et le trajet à venir, en direction de Pondéré, plus au sud. Les autres animaux l'observaient toujours. De tous les côtés, il sentait leurs yeux posés sur lui, mais c'était surtout le regard aveugle du grizzly qui le transperçait. Merci beaucoup. Merci François Charon. Voilà, et donc, eh bien maintenant, on va découvrir cette histoire. Voilà. Et donc, il est appelé parce qu'il y a eu un accident de voiture, il y a un orignal qui s'est fait renverser et il va être, voilà, c'est la scène d'intro, il va tuer cet animal, il n'y a pas d'autre solution. Et cet événement va effectivement déclencher la visite d'un, je ne sais pas si on peut dire ranger, mais un homme de l'administration de la nature qui va lui dire « votre refuge n'est pas légal ». C'est-à-dire que ces animaux, la plupart des animaux du refuge sont des espèces protégées, vous n'avez pas le droit de les soigner comme ça, vous n'avez pas le droit de les enfermer en cage. Et comme si cela, ça ne suffisait pas, il va recevoir un coup de téléphone qui vient de très très loin, d'un vieil ami qui lui dit qu'il va falloir payer. Donc voilà, donc c'est le début du livre, on est parti. Alors, le livre va fonctionner sur deux époques. On va fonctionner en 1996 dans le refuge, avec Bill et son univers, et on va revenir en 1984 avec deux gamins, Nat et Rick. Nat attendant Rick qui sort de prison, un peu la thématique de la matinée, et deux univers très différents. 96 est un univers avec la nature extrêmement prégnante, les animaux. 1984, on est plus dans l'univers, effectivement, ce qu'on appelle le white trash, avec effectivement une pauvreté blanche assez marquée. Alors, la question, c'est la question de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes parti de 1984 pour 1996, ou est-ce que c'est l'inverse qui vous a ramené à 1984 ? Oh. I don't know. I was really interested in how hard you would have to push a regular person who isn't violent by nature to get them to make a violent act. Do you want to jump in there? Je ne sais pas, vraiment. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de voir jusqu'où il fallait pousser quelqu'un à bout, mais quelqu'un de normal, d'ordinaire, qui n'est pas particulièrement violent de nature, pour le pousser à commettre un acte violent. And I was also very interested in the part of the human heart that's unchangeable. And I think, at least in America, we have a lot of what we call self-help, and a lot of, do you have self-help? Yeah. And
a lot of talk about self-improvement, and you should go to the gym, and you should see a therapist, and you should get Botox injections to take your wrinkles away. And we believe strongly in this myth that you can be a better version of yourself. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était cette portion du cœur humain qui ne change jamais. Alors aux États-Unis, en plus, on est envahi de tous ces livres de développement personnel et puis ce discours selon lequel il faut constamment s'améliorer, il faut aller à la salle de sport, il faut aller voir un psy pour travailler sur soi-même, il faut se faire des injections de Botox pour être beau, pour ne pas avoir de rides. Et donc on y croit vraiment aux États-Unis qu'on peut constamment être une version améliorée de soi-même. Yes. And so I thought, I really believe that you can affect a lot of change in yourself and improve yourself. And I think a lot as a human being about how to be the best person I can be at this event, or as a husband, or as a father. And I think but I do think there's a part of you, the deepest part of you inside, that you can't change. There's a little diamond in there that's always the same. Et je crois, moi aussi, qu'on peut changer, qu'on peut s'améliorer et qu'on le doit. Et moi, personnellement, je fais tout ce que je peux pour être la meilleure personne que je suis capable d'être voilà, un bon écrivain, d'être un bon mari, un bon père. Mais je suis également convaincue qu'il y a une partie du cœur la plus profonde, la plus cachée, qu'on ne peut pas changer, qu'il y a ce petit diamant qui demeure intouchable. Yes. Dit-il en la regardant avec un œil très attendri, je trouve. Très diamant, oui. So the revenge part for me in this book was, how hard do you have to push someone before you get to that piece of them that they couldn't change? It's that crucible of putting someone in the hot place and burning them until they start cooking. And that, so much like Baird talking about revenge starting out as sort of a plot point, it became in some ways it became the way to unlock the theme of the whole book. And in order to do that, I realized really early on that I needed to go back to the past and show how the past is still reflecting on the present. So the two timelines, this is a very long answer to your simple question. The two timelines kind of came to be in my mind at the same time as I worked out what this book was going to be. Et donc ce qui m'intéressait, c'était de voir jusqu'où il faut pousser quelqu'un à bout pour arriver à ce petit diamant qui est caché à l'intérieur de cette personne, cette part de lui qu'il ne veut pas changer. Voilà, c'est un peu une sorte de vieille méthode de torture médiévale. Voilà, on met quelqu'un à cuire et puis on attend dans un endroit où il fait très chaud et puis on attend jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, jusqu'à ce qu'il explose. Et donc ça, ce qui permettait d'arriver à ce diamant intangible, intouchable, c'était la vengeance. C'est un peu comme le disait Baird. Donc la vengeance est arrivée quand j'ai construit mon intrigue. C'est ce qui permettait de déclencher, et c'est devenu le thème de mon livre. Donc je réalise que c'est une réponse extrêmement longue à votre question. Et donc c'est pour cela que j'avais besoin de retourner dans le passé pour pouvoir trouver une raison de pousser mon personnage à bout. Et donc en fait, les deux temporalités me sont venues simultanément. C'est quand même un livre qui s'intitule « Les animaux » en anglais et en français. Et moi, j'imaginais que c'était votre amour pour les animaux qui vous avait poussé à écrire ce livre. D'autant plus que si je regarde votre tatouage, c'est un aigle. Oui. Oui. Donc je pensais que, voilà, peut-être toi aussi, Stanislas, je pensais que c'était votre amour pour les animaux qui avait peut-être aussi entraîné cette histoire, inspiré cette histoire. Okay. Non. Voilà, merci.
Yeah. Everyone in America has tattoos, so it's only weird in France. Yeah, so I don't have pets, but I love animals outside my house, not inside my house. But yeah, I'm very interested. I watch birds with binoculars and look at, coyote poop to see what they've been eating, and find rattlesnakes. Do you have rattlesnakes in France? Probably not. Rattlesnakes. Occasionally we'll see a bear or a bobcat. It's always very exciting. And yeah, I mean, I was thinking a lot about the relationship that people can have with animals, even or maybe especially wild animals, connecting to a non-human consciousness was something I've been very interested in for a long time. And that also became a way to create a character whose primary and most fundamentally important relationships are not with other humans, but with a bear and a wolf and an owl and some other animals. And he knows them by name. They're characters in the book with distinct personalities and points of view. There's a chapter of the book from the point of view of a bear that at that point you know and love and care about. You should probably do some stuff here. Everything I say sounds so much better in French. Oui, alors en fait, aux États-Unis, tout le monde a des tatouages. Ça semble bizarre qu'en France, je pense. Je n'ai pas d'animaux familiers. J'adore les animaux, mais dehors, pas dans ma maison. Mais sinon, oui, j'aime bien faire de l'ornithologie, aller regarder les oiseaux à la jumelle, ouvrir les crottes de coyotes que je trouve pour voir ce qu'ils ont mangé, regarder les serpents à sonnette. Je ne crois pas que vous ayez de serpents à sonnette en France. Ou de temps à autre, il m'arrive de pouvoir apercevoir un ours, un chat sauvage, c'est toujours un moment magnifique. Et ce qui m'intéressait beaucoup depuis toujours, c'était la relation que les hommes peuvent nouer avec des animaux, même des animaux sauvages, ou en fait même surtout des animaux sauvages, ce lien que l'on peut avoir avec une conscience non humaine. Ça m'intéressait depuis très longtemps et c'est devenu un moteur pour créer ce personnage. Finalement, car ce personnage, ses relations les plus profondes et les plus importantes, ce ne sont pas des relations avec d'autres êtres humains, mais avec des animaux, avec un ours, un loup, une chouette et encore d'autres. Il les appelle par leur nom. Il leur a donné des prénoms. Tous ces animaux ont une personnalité bien distincte. On voit également certains événements du point de vue des animaux. Il y a tout un chapitre, par exemple, qui est écrit du point de vue d'un ours. Et au moment où ce chapitre arrive dans le livre, on a déjà appris à connaître cet ours. C'est un ours qui sourit en plus. C'est sympa, un ours qui sourit. Voilà. Bon, je ne sais pas si on peut en dire beaucoup plus sans... Alors vous aurez remarqué, en fait, comparé aux deux premiers ouvrages dont on a parlé ce matin, la vengeance ne vous tombe pas sur la figure à la page 2, en fait. C'est-à-dire, effectivement, on va installer ce refuge et ces animaux qui sont bien plus qu'un simple décor, comme on l'explique. L'ours, il est quand même très très difficile de ne pas avoir la larme à l'œil quand on évoque cet ours. Il y a l'autre époque, effectivement, qui fonctionne avec deux gamins qui sont comme beaucoup de gamins, ils ne sont pas effectivement dans un milieu assez pauvre, mais une mauvaise idée va entraîner une mauvaise idée, qui va entraîner une mauvaise idée, et voilà, c'est le début de l'engrenage qui va nous amener à cette histoire de vengeance en 1996 avec les animaux. Comme si, en quelque sorte, le passé ne disparaissait jamais et qu'il revient toujours. Voilà. C'est un très beau livre, Christian Kiefer, Les animaux, paru dans la collection Terre d'Amérique chez Albin Michel et traduit de l'américain par Marina Borasso. Je vous rappelle les autres livres dont on a parlé sur ce plateau. Indomptable de Vladimir Hernandez, paru aux éditions Asphalt. Et puis le livre de Baird Harper, Demain sans toi, paru aux éditions Grasset. Et
Et voilà, et je voudrais aussi remercier les interprètes qui sont venus avec nous sur ce plateau pour nous permettre d'entendre, de comprendre, en tout cas pour ceux qui ne parlent pas anglais. Quelque chose, il veut ajouter quelque chose. Je vous en prie. Un, deux, un, deux. Ça y est, No, non, non. lo que quería decir que veo que el factor común en nuestras novelas indica que nuestros pobres protagonistas son depositarios de unas obsesiones, de una exploración de la venganza tremenda. Y también quería aclarar que la verdad que la idea de un oso que sonríe no me parece que dé muy buena vibración, ¿no? Cuando veamos un oso sonriéndonos, hay que preocuparse. Oui, je voulais juste rajouter que je pense que le facteur commun entre nos 3 livres, c'est que nos pauvres héros souffrent d'obsession, ils sont obsédés par la vengeance, ce qui explique tout. Et je voudrais juste dire qu'un ours qui sourit, pour moi, c'est d'assez mauvais augure. Je pense qu'un ours qui sourit ne laisse rien augurer de bon. Non, non, il est vraiment sympa. Il est très très sympa. Merci beaucoup à vous tous. Je crois qu'on peut les applaudir. Et